Cette vidéo a pour objet de présenter une application concrète de l'apprentissage profond. Elle a plus précisément pour but d'illustrer la capacité des réseaux de neurones à apprendre des représentations abstraites automatiquement. Nous allons appliquer ces capacités à l'analyse d'un ensemble de textes ou un corpus pour observer ce qu'elles peuvent nous apprendre sur les mots, plus particulièrement sur leur sens. L'outil exploré dans ma démonstration se nomme Word2Vec. Word2Vec n'est pas un outil récent, c'est l'œuvre de Thomas Nikolov et les articles ont été publiés sur le sujet déjà en 2013. Il s'agit probablement d'une des premières applications de l'apprentissage profond pour le traitement automatique de la langue. Word2Vec n'est pas unique. On retrouve d'autres outils similaires comme Glove et FastText, mais il est cependant le plus répandu et le plus utilisé. Word2Vec permet de passer des textes à des représentations abstraites du lexique sous forme de vecteurs. Le résultat est nommé plongement de mots ou vecteur mots ou en anglais embeddings. Les mots deviennent donc des objets géométriques que l'on peut manipuler avec des techniques algébriques et informatiques. L'algorithme prend simplement en entrée du texte et génère des vecteurs numériques correspondants. La construction des vecteurs se fait entièrement automatiquement. L'approche relève donc de l'apprentissage non supervisé. Contrairement à certaines approches présentées dans des modules précédents, les caractéristiques n'ont pas à être fournies à l'algorithme d'apprentissage. C'est un avantage indéniable des réseaux de neurones et de l'apprentissage profond. L'algorithme dégage automatiquement les caractéristiques dans les textes à partir des mots. Certains algorithmes comme FastText découperont les mots en lettres, mais Word2Vec, lui, se limite au lexique du document. Word2Vec est disponible gratuitement sous diverses formes. On va retrouver des versions pour le langage C, C#, Python et R. Nous utiliserons dans la présentation ici la librairie nommée GenSim pour le langage Python. Afin d'être efficaces, les plongements de mots doivent être construits sur des gros ensembles de textes. Ici, nous allons travailler sur 10 ans du journal Le Devoir, la première période, soit de 1910 à 1919, pour un total d'environ 135 millions de mots. On va d'abord charger l'ensemble du texte avec la fonction de pré-traitement de GenSim pour Word2Vec. Ensuite, il suffit simplement de lancer l'apprentissage sur le texte. Plusieurs hyperparamètres sont à explorer. Ici, nous allons simplement utiliser des vecteurs de 300 dimensions avec une fenêtre de 5 mots pour l'apprentissage et l'algorithme SkipGram. Contrairement à beaucoup d'outils d'apprentissage automatique, Word2Vec ne demande pas de carte graphique ou de puissance de calcul importante. Il est donc avantageux et accessible à tous. Le temps de traitement pour des gros ensembles de textes est tout de même plutôt long. Il serait intéressant de conserver les plongements de mots construits. Une fois les plongements de mots créés, il est possible de les sauvegarder pour un usage futur. Si on a un modèle qui est déjà prêt, on peut aussi le charger facilement et automatiquement. GenSim possède des fonctions permettant la sauvegarde et le chargement des plongements. Les plongements de mots peuvent ensuite être explorés. On peut ainsi comparer les vecteurs des mots les uns par rapport aux autres avec une mesure de similarité. On remarque que la similarité entre des vecteurs mots de chien et celui de chat, deux animaux domestiques, est plus grande que celle entre chat et rat. De la même façon, on constate que eau et lait, qui sont deux liquides, sont plus près l'un de l'autre que les termes eau et feu, que l'on considère souvent comme des opposés ou des contraires. On voit aussi que feu est près de fumée et encore plus près du mot incendie. Les mots dans Word2Vec, nous l'avons dit, sont représentés sous forme de vecteurs. La distance entre les mots que nous venons de voir est évaluée à partir de l'angle entre deux vecteurs. On mesure généralement cette distance à l'aide d'une simple mesure de cosinus. Cette idée de proximité des vecteurs peut être exploitée pour identifier les mots qui sont les plus près d'un mot donné. On parle dans ce cas des voisins d'un mot ou des voisins sémantiques parce que les voisins font souvent émerger des mots dont le sens est proche de celui qui nous intéresse. Par exemple, on peut demander à GenSim quels sont les 5 mots qui possèdent les vecteurs les plus similaires aux mots joli et laid. On observe dans le premier cas des mots dont la charge émotive est positive, alors que dans le second cas, la charge est plutôt négative. Certains algorithmes permettent d'apprendre des vecteurs de 300 dimensions générés par Word2Vec et de les projeter dans un espace en 2 dimensions. L'intérêt d'une telle approche est de visualiser la proximité des mots qui nous intéressent. On peut ainsi voir un mot et ses voisins plus ou moins proches sur un plan cartésien sous la forme d'un nuage de points. L'algorithme utilisé ici se nomme t-SNE. C'est une méthode qui est souvent exploitée pour la visualisation des représentations de haut niveau apprises par un réseau de neurones artificiels. Le premier graphique présente les voisins du mot « voleur ». Il se trouve en haut à gauche sur le graphique. On remarque tout de suite plusieurs mots qui lui sont reliés sémantiquement et qui l'entourent. À l'opposé de l'espace sémantique, en bas à droite, on va retrouver les mots « meurtrier » et « assassin » qui sont proches l'un de l'autre, mais qui sont tout de même assez loin sémantiquement du mot « voleur ». On voit aussi 2 verbes, « pincer » et « évader ». On peut pincer, au sens d'arrêter,
tous ces gens et une fois qu'ils sont en prison, ils peuvent s'évader. Un second graphique présente les voisins du mot « enfant » qui est situé en bas au centre avec sa version plurielle. On remarque que les résultats sont bruités. Ces algorithmes ne sont pas infaillibles. Un peu plus haut à gauche, on voit deux autres catégories de jeunes personnes, les bébés et les adolescents, qui, tout en étant proches sémantiquement, s'en éloignent légèrement. Quand on possède un ensemble de textes qui couvre une longue période de temps, il est possible de construire plusieurs modèles sur les différentes tranches de cet ensemble. Alors ici, je ferai un exemple avec le journal Le Devoir sur 100 ans que je vais diviser en tranches de 10 ans. Je vais ensuite construire des modèles sur chacune des tranches. Puisque les plongements auront été appris sur différents documents, les espaces vectoriels générés seront différents. Il faut donc utiliser des mécanismes qui permettent de les aligner afin de pouvoir les comparer. Je vous renvoie au code disponible sur Google Colab pour voir comment le faire. Une fois les modèles alignés, on peut ensuite récupérer les voisins d'un même mot dans toutes les tranches. On peut, de la même façon qu'on l'a fait précédemment, utiliser t-SNE pour remettre le tout dans un espace à 2 dimensions et voir ainsi les mots évoluer au fil des voisins qui évoluent dans le temps. On voit en 1910 que le mot « foulard » est entouré de mots qui lui ressemblent sémantiquement. Il semble entouré de mots qui sont liés aux vêtements qu'on porte quand il fait froid. On voit mitaine, chaussettes, chandail, coupe-vent, etc. On voit un autre sens du mot « foulard » qui est celui d'une étoffe de soie légère et chic. La proximité des mots « boléro », « jupon » pourrait s'expliquer de cette façon. On voit donc que l'algorithme n'arrive pas à distinguer les différents sens d'un mot. Il s'agit d'une limite de cette approche. En 1920, les voisins sont à peu près les mêmes. On voit certains mots s'approcher et d'autres s'éloigner en fonction de l'usage qu'on en fait dans le journal. On voit le mot « duvet », toujours lié aux vêtements contre le froid, qui fait son apparition dans les graphiques. En 1930, les voisins sont encore à peu près les mêmes. Certains mots vont encore une fois s'approcher, d'autres s'éloigner, en fonction de l'usage qu'on retrouve dans le journal. Des mots un peu surprenants sont présents, piqué, molleton. Ça semble un peu étrange de les voir là comme voisins, mais je soupçonne que ce sont plutôt des voisins du mot « couvre-pied », qui est un objet qu'on pose sur le lit, que du mot « foulard ». En 1940, il y a très peu d'évolutions qu'on peut observer. C'est la même chose jusqu'en 1970. On revient à peu près à la case départ dès 1940. L'interférence qu'on a notée en 1930 n'est plus présente. En 1970, on observe cependant que cravate fait son apparition dans les graphiques. Ce mot est en lien avec le foulard comme accessoire de mode qu'on porte autour du cou. On porte aussi le foulard dans les cheveux, ce qui pourrait expliquer le mot bandeau qui fait son entrée dans les voisins du foulard. Le lien avec ce qui couvre les cheveux est aussi présent dans les notions de capuchon et à la limite avec châle. On observe encore par la suite une période de stabilité relative entre les années 1970 et 90. Dans les années 2000, les choses changent du tout au tout. Bien que certains voisins de longue date soient toujours présents, le voisinage se transforme considérablement. On va voir apparaître des mots comme burqa, niqab, kippa, hijab, qui font leur apparition dans le nuage de mots. L'usage de foulard dans le devoir sort donc de la thématique de la mode pour entrer dans celle de la religion. Cette transformation du voisinage reflète donc la transformation du sens associé au foulard dans le devoir. Nous avons vu qu'il est possible de construire automatiquement des représentations à partir de textes. Ces représentations sont apprises sans supervision. Les caractéristiques sont identifiées par l'algorithme qui les fait émerger et les représente sous forme de vecteurs. Cette possibilité est représentative des capacités offertes par l'apprentissage profond. Elle représente un avantage indéniable de ces approches. Elle contribue aussi grandement aux avancées faites dans le domaine du traitement automatique de la langue.